gouvernement, mais c'est dans l'idéologie, dans la... Ce ne sont pas des sciences exactes parce qu'elles ne sont pas mathématiques. Non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais il y a pour chaque ordre de considération une exactitude qui lui appartient. C'est comme ça que Bell, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, montrait qu'à leur degré de certitude, les sciences historiques sont plus exactes que les mathématiques. Mais bien entendu, vous ne pouvez pas demander aux sciences du climat de vous faire une preuve par 1 plus 1 égale 2. Ça n'a rien à voir. Et donc, il y a une très fausse idéologie là qui sert les, comment dire, toute espèce d'intérêt. Vous avez parlé de, comment il s'appelle, notre illustre ministre Allègre, qui utilise cette absence de connaissance, cette absence de réflexion épistémologique pour dire mais c'est pas certain. Mais quel est ce degré de certitude qui appartient? Il y a des degrés de certitude différents. Et d'une certaine manière, la climatologie est plus certaine à son niveau de certitude que les mathématiques ne le sont à leur niveau. Donc c'est absurde non, je ne dis pas du tout ça pour vous voyez, mais non, je ne comprends pas d'autant que vont exposer. Vont exposer dans ce sens-là. Non, mais je voulais souligner ce point pour dire encore une fois que la réflexion épistémologique sur ces concepts est absolument nécessaire. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je laisse tout de suite la parole à M. Tom Bauler, donc, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui va nous parler de la transition, de la gestion de la transition à la gouvernance de l'innovation sociale. Oui, ça va. Voilà, bonjour, je suis très content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. J'ignore par quelle voie vous êtes venu à mon nom, mais je suis très content d'être là. J'ai fait des études à Strasbourg, donc je reviens un peu en France. Ça fait toujours plaisir. Alors vous allez être dans le privilège assez rare de voir deux présentations qui se succèdent, qui a priori, on ne s'est pas vraiment consulté sur quoi on allait parler, mais qui se joignent de manière quasi parfaite. Donc c'est très chouette. Donc je travaille à l'Université libre de Bruxelles, je suis économiste de formation, je fais dans la gouvernance des choses politiques, en particulier de la gouvernance de l'information dans la chose politique, pour introduction. Alors s'il y aura un rappel académique dans le domaine environnemental, avec ce genre de titre, je rapporterai un maximum de points, parce que j'ai mis tous les mots-clés qu'il y a moyen de mettre. Gestion, transition, gouvernance, innovation sociale, je crois qu'on peut presque pas faire mieux. Alors, mon propos va être le suivant. Je vais essayer de vous montrer à quel degré on devrait passer aujourd'hui d'une promesse qui est liée à la transition et en particulier à la gestion de la transition. Et je vais essayer de vous expliquer en trois mots ce que j'entends par gestion de la transition. Une promesse implicite qui est liée à cette forme de gestion, de passer à une mise au travail finalement dans l'ensemble des couches de la société pour essayer d'organiser justement cette transition vers quelque chose d'autre qu'une transition elle-même. Et en particulier l'innovation sociale, évidemment, comme vous l'avez dit. Alors, c'est quoi la gestion de la transition? Je ne sais pas où vous êtes, en fait, parce que je viens assez rarement en France, et donc je ne sais pas où est le débat ici, et quel type de choses sont entrées dans la conscience scientifique collective. Donc, je fais un petit détour un peu simplificateur sur la gestion de la transition. Mot étymologique qui n'existe pas vraiment en France, j'ai l'impression non plus, parce que chez nous, entre guillemets, on appelle ça transition management. Et je ne sais pas si ce genre de choses est arrivé chez vous. Heureusement, non. Ok. Parfait. Donc la gestion de la transition, telle que je l'entends ici, c'est une approche en fait de gestion de toute une phase successive de mise en œuvre, justement de prospective, d'identification de voies, de trajectoires, et essayer de mettre en place des expérimentations au niveau local, des expérimentations sociales, pour travailler avec des forces vives de la société qui, dans le jargon, sont considérées comme étant des frontrunners.
donc des innovateurs forts. L'idée étant assez évidente que dans la société d'aujourd'hui, on découvre un certain nombre de forces vives qui sont souvent à micro-échelle, qui sont extrêmement innovateurs et qui, dans leur pratique, portent probablement une partie de la réponse à apporter. Donc portent déjà en elles une partie de la transition qu'on devrait mettre en œuvre. L'idée est assez simple, prenons ces gens-là, ces forces-là, et essayons de travailler avec eux. Essayons de leur créer l'espace nécessaire, l'espace protégé entre guillemets nécessaire pour qu'ils puissent éclore, s'agrandir. Et dans le jargon, on parle d'upscaling, retroscaling, diffusion, et ce genre de choses. Donc vous avez un peu compris le mécanisme. Et ça, c'est les graphiques que normalement on montre alors à ce moment-là. Qui a déjà vu ça? C'est extrêmement étonnant, franchement. Moi, je connais. J'imagine, ouais. C'est très très étonnant parce qu'on montre ça n'importe ailleurs en Europe. Il y a 95% des gens qui ont déjà vu ça. Quand on parle de transition, on parle de ça. Ça c'est, en tout cas, quand on parle de transition management, de gestion de la transition, on parle de ça. C'est la gouvernance multi-échelle qui vient d'être évoquée, mise en sauce et enrobée à la théorie de l'innovation. Donc, pour ceux qui sont un peu attentifs, vous reconnaissez en fait une courbe en S qui est la classique courbe en S de l'innovation ici en bas, qui quelque part vous évoque l'idée qu'il y a des petites innovations à micro-échelle et que si tout va bien, ces innovations vont percuter dans la société, vont se généraliser et finalement vont être adoptées par une majorité des acteurs de la société. Donc c'est en gros ce qu'on veut avoir, hein, avec les AMAP et autres, on voudrait que tout le monde passe aux AMAP. Quoi. Donc c'est un peu ça l'idéologie, c'est travaillons pour que demain tout le monde soit aux AMAP. Avec toutes les difficultés que ça peut avoir et surtout l'incertitude sur le système vers lequel on va tendre. Parce que demain, tous aux AMAP, ça ne va pas être le même système qu'aujourd'hui, quelques-uns aux AMAP. Et donc il y a toute une série de changements systémiques qu'on essaie d'opérer et qu'on essaie d'insuffler par ce type de dynamique. Multi-échelle parce qu'ici il y a trois niveaux. Il y a le niveau des niches, on appelle des niches socio-techniques, et ça reste le même jargon, vous voyez. Ici en bas, ce sont les gens qui inventent les pratiques qui sont innovantes et qui sont prometteuses. Au milieu, le deuxième niveau, ce sont les régimes. Donc c'est la façon habituelle de faire, aller chercher ses fruits et légumes au supermarché, au Carrefour. Et puis au-dessus, vous avez une couche supplémentaire, une troisième couche qui est la couche macro, qui est les évolutions démographiques, économiques, sociopolitiques, etc. L'idée étant qu'à partir d'un travail avec les niches, donc avec les innovateurs forts, on arrive à percuter, à faire changer les régimes et à faire changer de manière significative la façon dont on fait aujourd'hui société face à des enjeux et des critères environnementaux. C'est hyper simplifié. Si vous voulez en savoir plus, lisez Gills, Frank Gills, la source, enfin le nom est là. C'est quelqu'un qui écrit en fait des histoires des technologies, des changements technologiques. Alors, quelles sont les critiques? Parce que vous avez compris que j'essaie de passer de la gestion de la transition, donc de ce type de modèle, vers quelque chose d'autre, de plus complexe peut-être, ou en tout cas dans mon sens de plus prometteur. Les principales critiques qui sont invoquées face à la gestion de la transition, face au transition management, sont en fait multiples. D'une part, c'est lent, alors qu'on sait qu'il y a urgence. Si on travaille aujourd'hui avec à Bruxelles, donc dans la région de Bruxelles-Capitale, qui est la ville de Bruxelles, on a l'équivalent, aujourd'hui l'équivalent de 130 groupes d'AMAP. Donc si on veut commencer à voir ça éclore jusqu'à un niveau vraiment significatif, on a un chemin assez long devant nous. C'est hollandais. C'est une critique qui est très sérieuse. La gestion de la transition, le transition management, c'est quelque chose qui nous vient des Pays-Bas, qui est repris par les Scandinaves aujourd'hui, par la Suisse et par la Grande-Bretagne, et qui fait un petit chemin aux États-Unis aussi pour l'instant, surtout côte Est. C'est hollandais parce que c'est basé sur l'idée qu'on peut faire un certain nombre de choses, qu'on peut faire un certain nombre de choses à la société, qui a donc une forme d'ingénierie sociétale qu'on peut mettre en œuvre et qu'on doit mettre en œuvre face à la problématique environnementale qui est urgente et très très impactante. C'est indécis. Si on travaille aujourd'hui avec les AMAP, et si demain tout le monde a des AMAP, en fait, le système en lui-même va en fait résoudre les problèmes.
les AMAP ont un problème réel qui sont le dernier mile, par exemple, les émissions de CO2 liées au dernier mile de distribution de vos petites carottes bio posent un problème, et que si on fait un upscaling de ce dernier mile, ben on va probablement avoir plus d'émissions de CO2 liées à des AMAP généralisées que ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on perd en efficacité, en efficience. C'est emprunté au monde technologique, donc c'est l'innovation, c'est la théorie de l'innovation, donc c'est pas très sexy. C'est du protectionnisme de favori. On travaille avec les frontrunners, on travaille avec des gens qui sont déjà très forts dans l'innovation et qui sont en eux-mêmes pas nécessairement dans le besoin. C'est du suraccompagnement, parce qu'on doit vraiment les prendre dans la main. Et puis c'est récupéré par les acteurs en place. C'est évident dans les expériences qu'on a aux Pays-Bas, en Flandre chez nous, en Grande-Bretagne, ce qui se passe, par exemple, si vous mettez en place des cycles de gestion de transition en production d'électricité par la renouvelable. À la deuxième réunion, vous avez en face de vous plus les petits barbus qui font des coopératives énergétiques, mais vous avez en face de vous Total, Shell et... Donc, la transition systémique, celle de rupture, on ne sait pas exactement si elle va être générée par la gestion de la transition, et puis on n'a aucune garantie que les choses vont être équitables. Alors, quoi faire? Ce que je propose, c'est finalement passons à quelque chose d'autre, passons à une autre approche, passons à une gouvernance de l'innovation sociale. Pourquoi? Parce que l'idée forte dans la gestion de la transition, c'est celle vraiment de s'appuyer sur les frontrunners et sur l'expérimentation. Or, il est probablement plus réaliste, dans une lecture aussi historique, notamment des innovations, mais aussi des transformations sociétales, de s'appuyer sur des pratiques qui essayent d'être changeantes, qui sont en place, et à l'intérieur de chacune de ces pratiques, essayer de renforcer ce qui est de plus transformatif. Vous voyez la nuance. D'une part, on essaye de s'appuyer sur les AMAP, et on essaye à ce que tout le monde demain adhère à un AMAP. Ou alors sinon, on essaye de prendre ce qu'il y a chez Carrefour de plus transformatif, et on essaye de renforcer ce genre de choses. Alors Carrefour, ce n'est pas franchement d'innovation sociale, donc intervient ici quelque chose, un focus très spécifique de s'appuyer sur les pratiques d'innovation sociale. Donc sur ce qui est, juste à un certain égard, diamétralement opposé à l'innovation technologique. Avec, en filigrane évidemment, une critique assez forte du monde technologisé, mercantile, qu'on vit aujourd'hui. Alors je vous lis la conclusion à laquelle j'essaie d'arriver, j'espère d'arriver. C'est le défi finalement en matière de démocratie, en matière de démocratisation, c'est comment est-ce qu'on organise la capture différenciée des phénomènes d'innovation sociale. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'est capture, ce qu'est capture différenciée et en premier lieu ce qu'est innovation sociale dans ce type de contexte. Alors dans les écrits institutionnels et en particulier ceux de la Commission européenne et de manière très spécifique ceux qui ont été faits en 2010-2011 par les conseillers de Barroso, donc du président de la Commission précédente, qui est un bureau qui s'appelle le BEPA, qui écrit des trucs sur des rapports de manière assez nonchalante, mais qui sont en général assez configuratrices de ce qui se passe après dans la Commission européenne et plus largement. Le BEPA définit l'innovation sociale comme ayant une sorte de double entrée. D'une part, il y a une finalité sociale, donc on essaie de faire du social, et d'autre part, il y a un objet social. Donc on essaie de travailler avec les acteurs sociaux, en fait, avec des interactions sociales. Deuxième plan de ce qui tombe dans la définition de l'innovation sociale, c'est que l'innovation sociale, par définition, devrait se trouver à l'interstice de toute une série d'acteurs actuels. Donc c'est pas du marché, c'est pas non plus de l'État, et c'est pas non plus vraiment de la société civile. C'est quelque chose qui se trouve actuellement entre ces trois grands groupes d'acteurs classiques quand on essaye de penser la démocratie, des enjeux environnementaux. Les institutionnalisations qu'on observe aujourd'hui de l'innovation sociale, et c'est un réel mouvement qui est en cours actuellement au niveau européen, pour vous dire le programme de recherche en cours de Horizon 2020 dédie 8 milliards à l'innovation sociale, aux recherches à l'innovation sociale. Donc
c'est rien comparé à ce qu'on dit à l'innovation technologique, et en particulier à l'atomique, voire aux énergies renouvelables, mais c'est quand même de l'argent. C'est pas mal d'argent pour des sciences sociales et humaines, en fait. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Les institutionnalisations actuellement sont bipolaires. D'une part, il y a des formes d'institutionnalisation au niveau local, voire micro-local, qui sont extrêmement transformatrices. Et certainement, l'alimentaire coopératif est un exemple parfait pour ce genre de choses. D'autre part, on a ce qu'on appelle en anglais, à nouveau c'est du jargon, ce qu'on appelle de la capture. Donc, en gros, de la récupération par les acteurs en place. Alors, c'est un peu plus fin que la récupération en place, la récupération des acteurs en place, parce que ce qui se passe de manière générale, ce qui est observable de manière générale, c'est que les porteurs d'innovation sociale eux-mêmes se mettent dans des situations où ils permettent cette récupération. Alors l'exemple classique, c'est celui des énergies, des producteurs d'énergie renouvelable coopérants en Allemagne, qui ont eu leur heure de gloire il y a quelques années et qui se trouvaient assez rapidement, qui se trouvaient en fin 2013, face à un constat assez évident que le dernier producteur de technologie d'énergie renouvelable venait de fermer porte. Et que toute la production, par exemple de photovoltaïque, mais aussi d'éoliennes et autres, se trouvait actuellement en Chine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces coopérants de producteurs d'énergie renouvelable se sont en fait mutés en lobbyistes industriels, revendiquant haut et fort finalement des subsides haut et fort pour une industrie existante. Donc c'est une forme de capture, c'est une forme de récupération, si vous voulez, par les acteurs eux-mêmes, de quelque chose qu'ils ne cherchent pas, parce qu'ils cherchent une autre idée de marché, donc a priori ils sont à l'interstice de tout ce qui est production industrielle et autres, donc qui commencent à défendre en fait des acteurs industriels, et c'est quelque chose d'assez bizarre. Alors l'innovation sociale ne vient pas toute seule. Ça c'est un graphique à nouveau assez simpliste qui essaye d'insérer l'innovation sociale dans toute une série d'autres choses. Voilà, une série de discours par exemple, une narrative de changement, et classiquement tout ce qui a lieu à la décroissance, ou en tout cas à la critique de toute la croissance fait partie de ce type de narrative de changement. On a un certain niveau des velléités d'innovation systémique, particulièrement par exemple dans le domaine climatique. On doit changer de manière assez profonde le système, que ce soit des tâches relatives ou absolues, ça s'est laissé, mais peu importe, il nous faut un autre système, une autre façon de faire système aussi. Et puis il y a de la transformation sociétale. Le monde change très rapidement. La montée de la Chine, demain de l'Inde, du Brésil, etc. va changer aussi en matière environnementale et en termes de démocratisation environnementale les choses de manière assez forte. Donc l'innovation sociale, c'est le micro-niveau en fait, de toute une série de ces changements qui sont en œuvre, et elle participe en fait au renforcement de ce type de changement. En tout cas, essaye de le faire. Alors, mon propos était lié à l'organisation d'une gouvernance de l'innovation sociale, parce que vous l'avez compris un peu entre les lignes, ce qui se passe aujourd'hui avec la l'innovation sociale, où les mécanismes d'innovation sociale n'est pas entièrement satisfaisant. En tout cas, eu égard aux objectifs environnementaux qu'on essaye de se poser, de transformation stricte et de rupture assez systématique, en fait, assez systémique, du système en place. Alors, si on regarde par la lorgnette des différents acteurs qui sont impliqués dans l'innovation sociale de manière générale, on obtient en fait une image de ce type de gouvernance, ou une espèce de miroir de ce que pourrait être la gouvernance. Alors, il y a l'innovation sociale pour l'action publique. En Angleterre, on a quelque chose, et je sais pas en plus si ça s'est parcolé ici, on a un truc qui s'appelle Big Society. Ça vous dit quelque chose? Oui, ici à côté, oui. Bon, je vous laisse découvrir ça via Internet, via Google, il faut le faire. L'idée est que les changements demain ne vont pas nécessairement passer par une alliance marché-État, mais vont aussi devoir s'appuyer sur la société. Et que la société a la mainmise sur toute une série d'initiatives et qu'il faut renforcer la société pour qu'elle puisse le faire. Alors ça c'est la façon jolie de raconter la chose. La façon un peu plus probablement réaliste, c'est qu'il faut absolument s'appuyer sur la société pour qu'elle reprenne un certain nombre d'activités qui sont délaissées par l'État.
et qui n'intéresse pas les marchés. Il y a l'innovation sociale pour le marché. Et au-delà des logiques des marchés, il y a un certain nombre d'agendas qui aujourd'hui percolent dans un certain nombre d'États ou un certain nombre d'organisations étatiques qui essayent d'intégrer ce qu'est de l'innovation sociale dans une logique de marché. Et certainement, quelque chose comme l'économie de la fonctionnalité, l'économie partagée, est en train aussi de commencer à devenir, sous une certaine forme, une logique de marché, ou en tout cas une logique d'échange, qui est la logique originelle de ce qui est une logique de marché. Alors l'innovation sociale doit finalement être pour la société civile. C'est ça qu'on essaie de faire, c'est ça qui est lié à la définition principale, première de ce qu'est l'innovation sociale, c'est quelque chose qui se passe dans et pour la société civile. Or, ça pose tout de suite en fait le regard vers typiquement des choses comme les AMAP, donc vers les grassroots initiatives, les grassroots innovations et ce genre de choses. Des choses qui se passent dans la société civile à un micro-échelle, et qui essayent de renforcer la rupture tendancielle au niveau vraiment micro. Alors là aussi, on a des choses qui sont un peu dangereuses, entre guillemets. Et Eric Swingudo, par exemple, quelqu'un qui travaille sur l'échelle urbaine, a montré que la société participante, participative, qui essaye d'être amenée à la collaboration, à toute une série de décisions étatiques, peut être vue comme étant quelque chose comme un cheval de Troie finalement pour toute une série d'activités néolibérales. Et ça, c'est mon dernier slide, donc je finis avec ceci. Alors, il y a trois types d'ambiguïtés qui sont actuellement présentes dans ce type de discours autour de la gouvernance et de l'innovation sociale. D'une part, on a quelque chose qui est très très fort dans un certain nombre de pays, de contrées, ou un certain nombre d'échelles aussi de la gouvernance, qui est ce que